Le diplôme de ta sœur passe avant ta chirurgie, disait maman. Des années plus tard, ma sœur intègre mon hôpital. À l'accueil, j'entre en tant que chef de chirurgie. Le silence est total. Je m'appelle Aurélie Richard, j'ai 28 ans, et j'ai regardé ma sœur Éléonore s'approcher nerveusement de la réunion du conseil d'administration de l'hôpital. Il y a 6 ans, j'étais programmé pour une opération chirurgicale d'urgence de la colonne vertébrale le jour même de sa remise de diplôme d'école de commerce. Mes parents ont choisi sa cérémonie malgré mes supplications en larmes. Je me suis réveillé seul en salle de réveil, faisant défiler leurs photos de célébration tout en luttant contre une douleur atroce. Aujourd'hui, Éléonore a postulé pour travailler au CHU de Paris-Saint-Cloud, où je suis chef de clinique. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend ici. Si vous regardez ceci en ce moment, je peux déjà sentir votre tension artérielle monter. La trahison familiale coupe plus profondément que n'importe quel bistouri que j'ai jamais utilisé. En grandissant à Nantes, j'ai toujours été la grande sœur responsable. Dès la naissance d'Éléonore, alors que j'avais 2 ans, la dynamique de notre famille était gravée dans le marbre. Je me souviens encore de ma mère se précipitant vers le berceau d'Éléonore au moindre gémissement, tout en me disant d'être une grande fille chaque fois que j'avais besoin de réconfort. Ce schéma n'a fait que se solidifier avec l'âge. Mon premier souvenir de ce favoritisme remonte à mon 7e anniversaire. Mes parents m'avaient promis une petite fête chez le glacier local avec 5 amis. Le matin de mon anniversaire, Éléonore, alors âgée de 5 ans, a décidé qu'elle voulait aller à la Cité des Enfants à la place. En quelques minutes, ma fête soigneusement planifiée a été annulée. Les parents de mes amis ont été appelés avec des excuses, et nous avons passé mon anniversaire à suivre Éléonore dans les expositions qu'elle voulait voir. Quand j'ai pleuré dans les toilettes, mon père m'a dit que rendre ma sœur heureuse devrait me rendre heureuse aussi. Ce jour-là, j'ai appris que mes sentiments passaient au second plan. Alors qu'Éléonore avait droit à des fêtes d'anniversaire élaborées avec des gâteaux personnalisés et des dizaines d'amis, les miens étaient souvent oubliés ou reportés à cause de ces spectacles de danse ou d'événements scolaires. Quand je ramenais des 18/20, mes réussites étaient attendues et brièvement reconnues. Quand Éléonore réussissait à obtenir la moyenne, il y avait des récompenses et des célébrations pour ses progrès. Ma passion pour la médecine a commencé tôt. À 12 ans, j'ai reçu un livre d'anatomie pour enfants que j'ai lu jusqu'à ce que les pages soient usées. Je passais des heures à étudier tandis qu'Éléonore interrompait ma concentration, exigeant que je joue avec elle ou que je l'aide avec des devoirs qu'elle n'avait pas pris la peine de commencer avant la dernière minute. Mes parents ne la reprenaient jamais. Au lieu de cela, ils disaient « Aurélie, tu sais comment est Éléonore quand elle se sent ignorée. » Le lycée a intensifié le contraste. J'ai rejoint des clubs scientifiques, fait du bénévolat à l'hôpital local et maintenu des notes parfaites. Je me souviens encore de la déception écrasante lorsque mes parents ont manqué ma finale nationale du concours scientifique pour assister au tour préliminaire du spectacle de danse d'Éléonore. Elle n'a même pas atteint la finale. Pourtant, leur absence à mon événement, où j'ai gagné la première place, a été jugée nécessaire parce qu'Éléonore a besoin qu'on booste sa confiance. L'incident le plus révélateur est survenu durant ma première année de lycée. J'avais économisé pour un stage d'été médical prestigieux qui renforcerait considérablement mon dossier pour la fac de médecine. 2 semaines avant la date limite du dépôt, mes parents m'ont fait asseoir et m'ont expliqué qu'ils avaient utilisé mon fonds d'études pour payer l'acceptation de dernière minute d'Éléonore dans un programme d'arts exclusifs à Florence, en Italie. « Tu auras des bourses de toute façon », a dit ma mère avec dédain. Éléonore a besoin de cette opportunité pour son développement. J'ai travaillé 2 jobs à temps partiel pour reconstituer mes économies tout en maintenant mes notes. Pendant ce temps, les réseaux sociaux d'Éléonore étaient remplis de photos de son aventure italienne, toujours avec des légendes remerciant nos parents de croire en ses rêves. Les vacances familiales étaient invariablement planifiées autour de l'emploi du temps et des préférences d'Éléonore. Si elle voulait la plage, nous allions à la plage, même si le soleil déclenchait mes migraines. Si elle voulait sauter une visite de musée prévue parce qu'elle n'était pas d'humeur, l'itinéraire de toute la journée changeait pour l'accommoder. Durant ces années, j'ai mené une bataille intérieure entre la loyauté familiale et un ressentiment grandissant. J'aimais ma sœur dans ces rares moments où elle ne me faisait pas concurrence ou ne sapait pas mes accomplissements. Je voulais croire que mes parents nous aimaient également, mais qu'ils ne réalisaient simplement pas comment leurs actions étaient perçues. Je leur trouvais des excuses, me blâmant d'être trop indépendante ou de ne pas exprimer mes besoins assez clairement. C'est durant ma seconde au lycée que mes problèmes de dos ont commencé. Initialement diagnostiqués comme une scoliose,
cela a progressé pour inclure une compression nerveuse qui me laissait parfois dans une douleur débilitante. Mes parents suggéraient souvent que j'exagérais pour attirer l'attention quand je ne pouvais pas participer aux tâches ménagères. Pourtant, Éléonore était immédiatement emmenée chez des spécialistes pour le moindre petit bobo. La nature compétitive d'Éléonore s'étendait au-delà de l'attention parentale. Quand j'ai été accepté au journal de l'école, elle s'est soudainement intéressée au journalisme. Quand j'ai commencé à sortir avec Michel de mon cours de chimie, elle a trouvé des raisons de se joindre à nos séances d'études, portant des vêtements révélateurs et riant excessivement à ses blagues. 2 semaines plus tard, Michel a avoué qu'il pensait qu'Éléonore pourrait être plus son genre. C'était la première de plusieurs relations minées par l'interférence de ma sœur. À l'obtention de mon baccalauréat, j'avais été accepté dans plusieurs facultés de médecine prestigieuses. Lors du dîner de célébration, qui a été maintenu petit parce qu'Éléonore avait des examens le lendemain, ma sœur a annoncé qu'elle pourrait aussi être intéressée par la médecine. Mes parents ont immédiatement commencé à discuter de la façon dont ils pourraient l'aider à poursuivre ce nouvel intérêt, faisant complètement dérailler la conversation sur mes accomplissements. J'ai vu le schéma si clairement à ce moment-là. Mon chemin était toujours destiné à être parcouru en premier par moi, puis revendiqué et célébré quand Éléonore suivait. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai pris une décision qui guiderait mes années suivantes. Je continuerai à aimer ma famille, mais je n'attendrai plus qu'ils me priorisent. Je construirai ma vie en comprenant que j'étais essentiellement seul. Cette réalisation était à la fois déchirante et libératrice. La responsabilité d'être la fille oubliée m'avait façonné en quelqu'un de farouchement indépendant et déterminé. Ces qualités me serviraient bien dans les années difficiles à venir, bien que je n'ai aucune idée à quel point j'en aurais besoin. Mes années d'études de médecine sont passées dans un flou de laboratoire, d'examens et d'observations cliniques. J'ai été accepté dans une école de médecine de premier plan avec une bourse partielle, travaillant toujours à temps partiel pour couvrir les coûts restants. Pendant ce temps, Éléonore m'avait effectivement suivi en première année de médecine, pendant exactement un semestre avant de passer à la communication, puis au commerce, pour finalement se fixer sur l'administration hospitalière, un domaine qu'elle décrivait comme la médecine. Mais sans tous les trucs dégoûtants. Durant ces années, ma condition vertébrale a continué à s'aggraver. Les douleurs aiguës occasionnelles devenaient plus fréquentes, et j'ai commencé à ressentir des engourdissements dans ma jambe droite. Entre les cours, je visitais des spécialistes qui surveillaient la progression de ce qui était maintenant diagnostiqué comme une discopathie dégénérative avec conflit radiculaire. Chaque visite apportait des recommandations pour une chirurgie, que je reportais continuellement. L'école de médecine était trop importante, le temps de récupération trop long. Je gérais avec de la kinésithérapie, des analgésiques et une pure détermination. Lors de ma dernière année d'internat, j'excellais académiquement malgré mes problèmes de santé. J'avais obtenu un poste d'interne prestigieux et je faisais des recherches sur des techniques chirurgicales spécialisées en neurologie. Éléonore, quant à elle, était en dernière année dans une école de commerce d'élite que mes parents s'étaient saignés financièrement pour payer. Ces réseaux sociaux dépeignaient une expérience étudiante glamour. Fêtes, voyages de printemps et expéditions de shopping constantes pour de nouveaux vêtements et accessoires. La crise est arrivée sans prévenir en avril. Je révisais des études de cas dans mon appartement quand la douleur a explosé dans le bas de mon dos et le long de mes 2 jambes. Je me suis effondré, incapable de bouger, l'agonie ne ressemblant à rien de ce que j'avais connu auparavant. Ma colocataire m'a trouvé 1 heure plus tard et a appelé le SAMU. À l'hôpital, les IRM ont révélé une hernie sévère avec des fragments comprimant ma moelle épinière. Le neurochirurgien a été direct. Sans chirurgie immédiate, je risquais des lésions nerveuses permanentes et une possible paralysie. L'opération a été programmée pour le 15 mai. Alors que j'étais allongé dans le lit d'hôpital, prenant des dispositions pour mes gardes et mes examens à venir, j'ai réalisé avec un sentiment de naufrage ce que cette date signifiait. Le 15 mai était le jour de la remise de diplôme d'Éléonore, un événement qui dominait les conversations familiales depuis des mois. J'ai appelé mes parents ce soir-là, ma voix tremblant alors que j'expliquais la situation. La chirurgie était à haut risque, impliquant une microdissectomie et une possible arthrodèse. La récupération serait douloureuse et difficile. J'avais besoin de leur soutien, pas seulement pratiquement, mais émotionnellement. Pour une fois, j'ai explicitement demandé ce dont j'avais besoin. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré plusieurs secondes de trop. Puis ma mère a dit qu'elle appellerait Éléonore pour discuter des options. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné.
Aurélie, a commencé ma mère, sa voix portant ce ton apaisant familier. Nous en avons discuté avec Éléonore, et tu dois comprendre que c'est son jour spécial. Elle a travaillé si dur pour ce moment. Je vais subir une chirurgie vertébrale d'urgence, ai-je répété, pensant peut-être qu'il n'avait pas compris la gravité. Et tu auras les meilleurs docteurs, a interjeté mon père. Tu es déjà dans un hôpital. Éléonore a besoin de nous là-bas pour la soutenir. C'est l'événement d'une vie. Une paralysie potentielle aussi, ai-je chuchoté, les larmes coulant sur mon visage. La conversation a continué avec des supplications de plus en plus désespérées de mon côté et des justifications de plus en plus minces du leur. Éléonore a fini par prendre la ligne, reniflant de façon dramatique. Je ne peux pas croire que tu essaies de gâcher ma remise de diplôme, a-t-elle dit. Tu as toujours été jalouse de toute l'attention que je reçois. Tu ne peux pas la reprogrammer? Juste de quelques jours. J'ai expliqué à nouveau que la chirurgie était une urgence, pas une opération de confort. Les fragments pouvaient bouger à tout moment, causant des dommages irréversibles. Eh bien, je suis désolé pour ton problème de dos, a dit Éléonore avec dédain, mais toute ma promotion s'attend à ce que maman et papa soient là. Ils ont déjà réservé les billets de train et l'hôtel. De quoi ça aurait l'air s'ils annulaient maintenant? La conversation s'est terminée avec la décision de mes parents prise. Il assisterait à la remise de diplôme d'Éléonore. Ils ont promis de revenir immédiatement après pour aider à ma convalescence. J'ai raccroché le téléphone, sentant un vide froid se répandre en moi, plus engourdissant que n'importe quel anesthésiant. La veille de l'opération, j'ai appelé une amie de mon groupe d'études qui a accepté de me conduire à l'hôpital à 5 heures du matin. J'ai rempli tous les papiers seul, inscrivant ma colocataire comme contact d'urgence. Quand l'infirmière a demandé si de la famille viendrait, j'ai simplement secoué la tête, incapable de former des mots autour de la boule dans ma gorge. Ce que mes parents ne savaient pas, ce que je n'avais pas eu l'énergie émotionnelle d'expliquer, c'était que ma chirurgie comportait des risques supplémentaires. Ma condition spécifique avait créé un schéma de compression inhabituel qui obligeait le chirurgien à travailler dangereusement près de faisceaux nerveux critiques. La procédure estimée à 4 heures s'est étirée à 7 en raison de complications. Ma tension artérielle a chuté dangereusement bas 2 fois pendant l'opération. L'équipe chirurgicale a dû retirer plus de matière discale que prévu, nécessitant une fusion partielle qui n'était pas dans le plan original. Je me suis réveillé en salle de réveil, désorienté et dans une douleur atroce. L'anesthésiste m'avait prévenu que la douleur serait importante, mais rien ne m'avait préparé à la réalité. Alors que la conscience revenait par vagues, je suis devenu consciente de 2 choses, le feu brûlant le long de ma colonne vertébrale et les chaises vides à côté de mon lit. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et est venue vérifier mes constantes. « Il y a quelqu'un pour vous, ma chérie ?» a-t-elle demandé, ses yeux bienveillants derrière son masque. « Non, ai-je réussi à chuchoter. Personne n'a pu venir. » Elle a froncé les sourcils légèrement, puis a serré ma main. « Je passerai vous voir plus souvent alors. » Dans le brouillard des médicaments antidouleurs, j'ai cherché mon téléphone sur la table de chevet. Il n'y avait aucun appel manqué de mes parents, aucun SMS demandant comment l'opération s'était passée. Au lieu de cela, mon fil d'actualité était inondé de leurs publications sur la remise de diplôme d'Éléonore. La légende de ma mère disait, si fière de notre belle diplômée. Le jour le plus spécial pour notre famille. Les photos les montraient rayonnant à côté d'Éléonore avec son chapeau et sa toge lors de la cérémonie et au déjeuner de célébration après. À la fête du soir, pas une seule mention de leur autre fille se battant seule à travers une chirurgie qui changeait sa vie. Éléonore avait posté un selfie avec mes parents, légendé, le meilleur jour de ma vie avec les personnes qui comptent le plus, comme si mon absence ne valait même pas la peine d'être reconnue. En faisant défiler les images, une larme a glissé sur ma joue et sur la blouse d'hôpital. Ce soir-là, alors que je dérivais entre conscience et sommeil, je suis devenu consciente de quelqu'un assis à côté de mon lit. En ouvrant les yeux, je n'ai vu ni mes parents ni ma sœur, mais l'infirmière de tout à l'heure. Son badge indiquait Rachel. Son service était terminé depuis 2 heures, mais elle était restée, inquiète pour la patiente sans visiteur. « Tu ne devrais pas être seule ce soir » a-t-elle dit simplement. La première nuit après une chirurgie du rachis est la plus dure. Rachel est restée des heures à m'aider à gérer les pics de douleur, me parlant de sa propre famille quand j'avais besoin de distraction, et étant simplement présente quand j'avais besoin de silence. Quand mes parents ont finalement appelé le lendemain matin, plein d'histoires sur la journée magique d'Éléonore et de questions vagues sur ma procédure,
j'ai laissé l'appel aller sur messagerie. Quelque chose de fondamental avait changé. Le film reliant à ma famille ne s'était pas juste effiloché, il s'était rompu complètement. Dans cette chambre d'hôpital, avec une colonne vertébrale nouvellement assemblée avec du titane et des greffes osseuses, j'ai pris ma deuxième décision définissant ma vie. Je reconstruirais ma vie sans eux en son centre. La douleur de leur absence avait cristallisé ce que des années de favoritisme avaient suggéré. Dans leur hiérarchie de l'amour, je viendrais toujours en second. Il était temps de créer un monde où ce n'était plus vrai. Quelqu'un de votre famille vous a-t-il déjà laissé tomber quand vous aviez le plus besoin d'eux? Ce moment dans la salle de réveil a été mon point de rupture. Parfois, je me demande combien d'entre vous ont dû faire face à une réalisation similaire à propos des gens qui auraient dû être là pour vous. Restez pour voir comment j'ai reconstruit ma vie et ma carrière et la façon inattendue dont ma sœur est revenue fracasser tout ça des années plus tard. La récupération d'une chirurgie vertébrale est un enfer particulier. Chaque mouvement nécessite une précision calculée. La douleur devient votre compagne constante, fluctuant entre à peine tolérable et totalement consumante. Pour moi, la récupération physique était compliquée par les blessures émotionnelles qui semblaient tout aussi vives. Mes parents sont arrivés 2 jours après ma chirurgie, entrant comme une brise dans ma chambre d'hôpital avec des fleurs de la boutique de cadeaux et du gâteau de remise de diplôme restant de la fête d'Éléonore. Ils semblaient sincèrement surpris par mon accueil glacial. « Nous sommes venus dès que nous avons pu », a dit ma mère, arrangeant les fleurs légèrement fanées à côté de mon lit. Le brunch post-diplôme d'Éléonore a duré plus longtemps que prévu. Mon père a ajouté, le chirurgien a dit que tout s'était bien passé, n'est-ce pas? Tu vois, tu étais entre de bonnes mains, et maintenant nous sommes là pour aider à la récupération. Je les ai regardés, vraiment regardés. Peut-être pour la première fois, les voyant non pas comme les parents que je souhaitais qu'ils soient, mais comme les personnes qu'ils étaient réellement. Je sors demain. Ma colocataire m'aide. Vous pouvez rentrer chez vous. Ne sois pas ridicule, s'est moquée ma mère. Tu auras besoin d'aide. Nous resterons quelques jours. Comme vous êtes resté pour ma chirurgie? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne le voulais, mais je ne les ai pas regrettés. Un silence inconfortable a rempli la pièce. Finalement, mon père a dit, Aurélie, tu es une adulte. Éléonore avait plus besoin de soutien émotionnel. Tu as toujours été la forte. J'avais besoin de vous. Ma voix était calme mais ferme. Je vous ai demandé une fois. La seule fois où j'ai explicitement demandé et vous l'avez choisie elle, encore. Ce n'est pas juste. Ma mère a commencé, mais je l'ai coupée. S'il vous plaît, partez. Je suis sérieuse. J'appellerai quand je serai prête à parler. Ils sont partis confus et légèrement indignés, ne comprenant pas qu'un changement fondamental s'était produit. Je ne les ai pas appelés pendant 3 semaines, et quand je l'ai fait, c'était une brève mise à jour factuelle sur ma santé. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste des informations fournies à des gens qui ressemblaient maintenant plus à des parents éloignés qu'à des parents. Durant ces premières semaines de récupération, une amitié inattendue s'est formée. Rachel, l'infirmière qui était restée avec moi après la chirurgie, a continué à prendre de mes nouvelles même après ses gardes. Elle vivait près de mon appartement et a commencé à passer avec des courses ou simplement pour fournir un contact humain durant ces jours isolés de convalescence. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui ai-je demandé un soir alors qu'elle changeait mon pansement chirurgical. Elle est restée silencieuse un moment avant de répondre. « J'ai eu un frère qui est mort d'une leucémie quand j'avais 14 ans. La nuit où il est parti, une infirmière est restée avec notre famille des heures après la fin de son service. Elle a rendu la pire nuit de nos vies légèrement plus supportable. Je me suis promis que je ferais la même chose quand je deviendrais infirmière. Alors que mon corps guérissait lentement, j'ai pris des décisions sur mon avenir. J'avais été accepté dans des programmes d'internat à travers le pays, y compris un dans ma ville natale près de mes parents. Le choix est devenu évident. Je compléterai mon internat au CHU de Paris-Saint-Cloud, à 400 km de Nantes. Ce n'était pas une fuite. C'était une course vers l'indépendance. Je suis arrivé à Paris 3 mois après l'opération, toujours en kinésithérapie, mais déterminé à commencer mon internat à temps. Le programme était prestigieux et exigeant, exactement ce dont j'avais besoin pour concentrer mon énergie sur autre chose que les blessures familiales et la douleur physique. Par une coïncidence extraordinaire, Rachel avait postulé et obtenu un poste d'infirmière dans le même hôpital.
Avoir une amie durant ses premiers mois dans une nouvelle ville a rendu la transition infiniment plus facile. Le CHU de Paris-Saint-Cloud est devenu le centre de ma nouvelle vie. Le docteur Guillaume Hérault, le chef de la neurochirurgie, s'est particulièrement intéressé à mon développement après avoir appris ma propre procédure vertébrale. Les meilleurs médecins sont souvent ceux qui ont été patients, m'a-t-il dit. Il n'oublie jamais ce que l'on ressent de l'autre côté. Sous son mentorat, je me suis épanoui. Mon éthique de travail, forgée par des années à faire mes preuves malgré le fait d'être négligé, m'a bien servi dans cet environnement exigeant. Alors que d'autres internes se plaignaient des semaines de 80 heures, je me portais volontaire pour des cas supplémentaires. Alors qu'ils socialisaient après les gardes, je restais pour examiner les dossiers des patients ou aider au laboratoire de recherche. Mon dévouement n'est pas passé inaperçu. Dès ma 2e année, j'ai été sélectionné pour assister le docteur Hérault sur des procédures vertébrales complexes. En 3e année, j'avais publié 2 articles de recherche sur des approches innovantes de la régénération discale, m'inspirant partiellement de ma propre expérience. Les patients réagissaient à mon approche empathique. Je n'ai jamais oublié ce que cela faisait de se réveiller seul après une chirurgie, alors je m'assurais que mes patients avaient toujours des systèmes de soutien appropriés en place. Le contact avec ma famille est devenu de plus en plus minimal. Les appels téléphoniques mensuels avec mes parents étaient brefs et superficiels. Ils ne visitaient jamais Paris, citant les dépenses et la distance, bien qu'ils aient réussi à financer le voyage post-diplôme d'Éléonore en Thaïlande et en Australie. Éléonore elle-même communiquait rarement directement avec moi, sauf pour demander de l'argent, en euros bien sûr, durant ses fréquentes périodes de chômage. Après son diplôme, Éléonore a eu du mal à trouver sa voie professionnelle. Elle a enchaîné les emplois dans le marketing, l'événementiel, et finalement l'assistance administrative hospitalière, ne durant jamais plus de 8 mois dans aucun poste. Mes parents continuaient à la soutenir financièrement et émotionnellement, exprimant leur déception face à mon attitude froide quand je refusais d'aider Éléonore à réseauter dans le domaine médical. C'est ta sœur, disait ma mère lors de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares. Pourquoi ne peux-tu pas être plus solidaire? Je n'ai jamais expliqué que le soutien va dans les 2 sens. Je n'ai jamais détaillé comment Éléonore n'avait pas appelé une seule fois pendant ma convalescence. Jamais reconnu la gravité de ma chirurgie. Jamais exprimé quoi que ce soit ressemblant à de l'inquiétude pour mon bien-être. Au lieu de cela, j'ai simplement établi des limites et les ai maintenues avec une détermination tranquille. Alors que ma carrière s'accélérait, j'ai développé un nouveau système de soutien. Rachel est devenue ma meilleure amie, sa compassion directe étant un baume pour mes problèmes de confiance persistants. Le docteur Hérault et sa femme m'invitaient au repas de fête, me traitant comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue. D'autres collègues, le docteur Liz Chang en cardiologie, le docteur Marc Vasseur aux urgences, sont devenus ma famille choisie. 4 ans après le début de mon internat, le CHU de Paris-Saint-Cloud a fait face à une crise de leadership lorsque plusieurs cadres supérieurs sont partis pour le privé. À 57 ans, le docteur Hérault est devenu le plus jeune directeur d'hôpital de l'histoire de l'institution. L'un de ses premiers actes a été de me promouvoir chef de clinique, une décision sans précédent pour quelqu'un de mon âge. Vos compétences cliniques le justifient, a-t-il dit quand j'ai exprimé ma surprise, mais plus important encore, votre approche des soins aux patients transforme ce service. Vous voyez la personne entière, pas seulement la pathologie. La promotion est venue avec des responsabilités accrues et une visibilité au sein de l'hôpital. J'ai développé des protocoles pour le soutien préchirurgical des patients qui ont été mis en œuvre dans tout l'hôpital. Ma recherche continuait d'attirer l'attention dans les revues médicales. Pour la première fois, je me sentais pleinement vu et valorisé pour mes contributions. C'est durant ce sommet professionnel que j'ai rencontré le docteur Jacques Cartier, un chirurgien orthopédique transféré du CHU de Lyon. Notre relation s'est développée lentement, construite sur le respect mutuel et un dévouement partagé à nos domaines. Quand je lui ai finalement parlé de mon histoire familiale, m'attendant à la réaction inconfortable habituelle, il a simplement pris ma main et a dit « Leur perte est incommensurable ». Jacques comprenait les limites d'une manière que peu de gens faisaient. Il n'a jamais poussé pour des réconciliations familiales ni suggéré que je devrais pardonner et oublier. Au lieu de cela, il respectait mon approche prudente de la confiance et de la vulnérabilité. 6 mois après le début de notre relation, il m'a donné une clé de son appartement avec ces mots simples, pas de pression, juste une option quand tu le veux. Pendant ce temps, mes parents continuaient leur existence centrée sur Éléonore. Quand elle a eu un accident de voiture mineur, sans blessure, juste des dommages au véhicule,
ils ont immédiatement pris l'avion pour Nantes pour la soutenir à travers le traumatisme. Quand j'ai mentionné lors d'un appel que j'étais considéré pour une bourse de recherche prestigieuse, ma mère a changé de sujet pour parler du nouvel appartement d'Éléonore. 5 ans après ma chirurgie, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Sa voix semblait plus vieille, fatiguée d'une manière que je n'avais pas entendue avant. « Ta mère et moi avons quelques difficultés financières », a-t-il admis après un petit discours maladroit. La baisse du marché a durement frappé nos comptes de retraite. Ce qu'il n'a pas dit, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'ils avaient complété les revenus d'Éléonore pendant des années, payant son loyer quand elle quittait impulsivement des emplois, couvrant les dettes de cartes de crédit qu'elle accumulait. Leur fonds de retraite, autrefois substantiel, avait diminué à des niveaux dangereux. « Je suis désolé d'entendre ça », ai-je dit. Sincère malgré notre distance. « Avez-vous besoin d'aide ?»« Non, non », a-t-il rétropédalé rapidement. « On va s'arranger. » Éléonore a un entretien d'embauche prometteur qui arrive. Les choses devraient s'arranger bientôt. J'ai proposé d'examiner leurs finances ou de les mettre en contact avec un conseiller financier que je connaissais à Nantes. Mon père a décliné, semblant embarrassé par la vulnérabilité momentanée. La conversation s'est terminée avec le au revoir maladroit habituel, mais quelque chose dans son ton est resté avec moi. C'était le son des conséquences commençant à se matérialiser après des années à favoriser un enfant aux dépens d'un autre. Je n'avais aucune idée alors que ces difficultés financières et l'entretien d'embauche prometteur d'Éléonore allaient entrer en collision avec ma nouvelle vie soigneusement construite d'une manière que je ne pouvais pas anticiper. L'hôpital qui était devenu mon sanctuaire était sur le point de devenir le champ de bataille pour un règlement de compte familial vieux de 6 ans. Le matin qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre. Je suis arrivé au CHU à 5h30, j'ai passé en revue les évolutions des patients durant la nuit et préparé les tournées du matin. Rachel m'a retrouvé au chariot de café dans le hall principal, notre rituel quotidien, avant de nous séparer vers nos services respectifs. « Tu as l'air particulièrement intimidante aujourd'hui, docteur Richard », m'a-t-elle taquiné en me tendant mon café noir habituel. « Bien. J'ai les évaluations des internes cet après-midi. Un peu d'intimidation les garde sur le qui-vive. » Nous nous sommes séparés, et je me suis dirigé vers mon bureau pour vérifier mes emails avant la tournée. Parmi les avis administratifs habituels et les mises à jour de recherche se trouvait un message de Diane des ressources humaines avec pour objet « Demande d'examen de candidat, poste admin ». L'hôpital recrutait pour un poste nouvellement créé, directrice de l'expérience patient et de l'efficacité administrative. Le rôle combinait la défense des patients avec la supervision opérationnelle, un poste prestigieux avec une influence significative sur la politique de l'hôpital. En tant que chef de clinique, je siégeais au comité d'entretien pour les postes seniors, examinant les candidats qualifiés avant la sélection finale. J'ai ouvert l'email et je me suis figé. Parmi les 5 candidats présélectionnés se trouvait un nom familier, Éléonore Richard. Ma première pensée a été que ce devait être une coïncidence. Il y avait sûrement d'autres Éléonore Richard dans l'administration de la santé. Mais le CV joint a confirmé mes craintes. Il y avait la photo professionnelle souriante de ma sœur, son parcours éducatif, y compris la remise de diplôme d'école de commerce que mes parents avaient choisi plutôt que ma chirurgie, et une liste de réalisations suspicieusement impressionnantes dans l'administration hospitalière. Plus troublante était la lettre de motivation où elle écrivait « Ma passion pour l'administration de la santé a été inspirée par ma sœur, médecin au CHU de Paris-Saint-Cloud. Observer son dévouement aux soins des patients m'a motivé à trouver ma propre voie dans la santé, en soutenant le travail vital des professionnels médicaux depuis le côté administratif. Je n'avais jamais inspiré les choix de carrière d'Éléonore. Au contraire, elle m'avait suivi dans la santé après plusieurs tentatives ratées de trouver sa propre voie. La manipulation flagrante de notre relation pour un avantage professionnel m'a retourné l'estomac. J'ai immédiatement appelé Diane au RH. « Avez-vous remarqué le lien entre cette candidate et moi ?» ai-je demandé après les politesses d'usage. « Oui, docteur Richard. » Elle l'a mentionné lors de son entretien téléphonique préliminaire. Elle a dit que vous ne saviez pas qu'elle postulait parce qu'elle voulait vous faire une surprise. Dois-je m'inquiéter? J'ai fermé les yeux, me forçant à rester professionnel. Je devrais me récuser du processus d'entretien initial en raison du lien personnel, mais s'il vous plaît, gardez sa candidature active. Elle doit être évaluée sur ses qualifications comme n'importe quel candidat. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, les souvenirs affluents.
Éléonore s'attribuant le mérite d'avoir organisé une collecte de fonds caritative que j'avais entièrement planifiée. Éléonore disant à mon petit ami du lycée que je l'avais trompé alors que ce n'était pas vrai. Éléonore renversant accidentellement du café sur ma dissertation de candidature à la fac la veille de l'échéance. Une vie entière de petits sabotages et d'accomplissements volés. On a frappé à ma porte, interrompant mes pensées. Le docteur Philippe, le directeur de l'hôpital qui avait pris la relève lorsque le docteur Hérault avait pris sa retraite l'année dernière, est entré avec une expression inquiète. Abigail, Aurélie, je viens de recevoir un appel intéressant des RH concernant le poste administratif. J'ai hoché la tête. Ma sœur, j'étais sur le point de venir vous en parler. Il s'est assis en face de moi. Cela vous met dans une position délicate. Je comprends que vous devrez vous récuser de l'examen initial. Oui, cela semble approprié. Cependant, a-t-il continué, votre évaluation des candidats à l'étape finale est inestimable. Le poste travaille étroitement avec les départements chirurgicaux. Votre perspective sera cruciale pour la décision finale. Je peux être objective, les jeux assurés, bien que l'incertitude me rongeait. Je n'en doute pas. Votre professionnalisme est bien établi. Il a fait une pause. Puis-je demander, cela créera-t-il des complications personnelles? La famille travaillant ensemble peut être un défi dans les meilleures circonstances. J'ai pesé mes mots soigneusement. Docteur Philippe, ma sœur et moi ne sommes pas proches. Je n'avais pas entendu dire qu'elle postulait pour ce poste, ce qui suggère qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'en discuter avec moi d'abord. Il a hoché la tête pensivement. Je vois. Eh bien, les entretiens préliminaires sont la semaine prochaine. Le comité réduira à 3 candidats, et les entretiens finaux sont le lundi suivant. Vous nous rejoindrez à ce moment-là. Après son départ, j'ai essayé de me concentrer sur les dossiers des patients, mais mon esprit revenait sans cesse à la candidature d'Éléonore. Je l'ai ressorti, examinant son historique de travail plus attentivement. Les postes étaient exacts. J'avais entendu parler de la plupart d'entre eux lors de brefs appels familiaux, mais les réalisations semblaient exagérées. Augmentation de l'efficacité départementale de 35% dans un emploi qu'elle n'avait occupé que 5 mois. Développement de protocoles innovants de satisfaction des patients à un autre poste dont elle s'était plainte qu'il était ennuyeux à mourir. Le téléphone de mon bureau a sonné à nouveau. C'était l'accueil principal. Docteur Richard, il y a une visiteuse pour vous. Une Éléonore Richard, elle n'a pas de rendez-vous, mais insiste sur le fait que vous voudrez la voir. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'arrive tout de suite. Dans les 6 ans depuis ma chirurgie, je n'avais vu Éléonore que 2 fois. De brèves rencontres maladroites lors de rares visites à la maison pour les vacances. Maintenant, elle se tenait dans le hall de notre hôpital, sac à main de créateur au bras, cheveux parfaitement coiffés, semblant complètement déplacée parmi le personnel médical se précipitant. Surprise, s'est-elle exclamée quand elle m'a vu, les bras tendus comme si elle s'attendait à un câlin. Quand je n'ai pas avancé, elle a laissé tomber ses bras avec une légère moue. Eh bien, c'est un accueil glacial pour ta seule sœur, Aurélie. C'est inattendu. Ma voix est restée professionnellement neutre. Je suis entre 2 consultations. Qu'est-ce qui t'amène à Paris? Mon entretien, bien sûr. Les RH ne te l'ont pas dit? Je suis en lice pour le nouveau poste administratif. Elle a regardé autour du hall avec des yeux évaluateurs. Bel endroit. Plus grand que ce à quoi je m'attendais. Ils m'ont informé ce matin. Tu aurais pu le mentionner toi-même avant de postuler. Elle a fait un geste désinvolte de la main. Je voulais que ce soit une surprise. Tu imagines les sœurs Richard prenant le contrôle du CHU ensemble? Elle a passé son bras sous le mien comme si nous étions des co-conspiratrices. On devrait déjeuner. Je veux toutes les infos internes avant mon entretien. Je me suis soigneusement dégagé. J'ai une chirurgie prévue dans 30 minutes et il serait inapproprié pour moi de fournir des informations privilégiées sur un poste pour lequel tu passes un entretien. Son sourire a vacillé. Allez, Aurélie. Ne sois pas si sérieuse. Ce n'est pas comme si je demandais les questions de l'entretien, juste quelques conseils généraux sur la culture de l'hôpital, ce qu'il recherche, tu vois, des trucs de sœur. Je siège au comité d'embauche, Éléonore. Tout conseil au-delà de ce qui est disponible pour tous les candidats serait contraire à l'éthique.
Mais tu et ma sœur, a-t-elle dit comme si ce fait seul devait l'emporter sur l'éthique professionnelle. C'est pourquoi je me suis récusé de ton entretien initial. Son expression s'est durcie. Sérieusement? Je pensais que tu serais excité. On pourrait enfin être proches à nouveau, travailler ensemble. Quand avons-nous jamais été proches? La question a échappé avant que je puisse l'arrêter. Éléonore a levé les yeux au ciel. Ne recommence pas avec le truc de la rivalité d'enfance. On était des gamines. C'est de l'histoire ancienne. J'ai pris une grande respiration. Mon bureau n'est pas l'endroit pour cette conversation. Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas après ma chirurgie? Vers 16 heures. Elle s'est illuminée immédiatement. Parfait. Je vais faire du shopping dans le centre et revenir. Ton bureau ou la cafétéria? Mon bureau, 2e étage, elle est, salle 2340. En la regardant partir, ses talons claquant avec confiance sur le sol du hall, un mélange complexe d'émotions m'a envahi. Colère face à sa présomption, anxiété face à la complication potentielle au travail, et en dessous de tout ça, une petite lueur indésirable de la vieille douleur, le sentiment automatique que d'une manière ou d'une autre, encore une fois, Éléonore trouverait un moyen de s'insérer dans la vie que j'avais soigneusement construite sans elle. Durant la chirurgie, j'ai forcé ces pensées de côté, me concentrant entièrement sur la fusion lombaire devant moi. Mais après, à l'approche de 16 heures, la tension est revenue. J'ai rangé mon bureau compulsivement, comme si je me préparais à une inspection plutôt qu'à une conversation avec ma sœur. Éléonore est arrivée avec 15 minutes de retard, portant des sacs de shopping et un café à emporter. Cet hôpital est un labyrinthe, s'est-elle plainte, s'installant dans la chaise face à mon bureau. Il devrait vraiment avoir une meilleure signalisation. La signalisation est assez claire si tu la suis, ai-je répondu, regrettant immédiatement le ton défensif. Comment vas-tu, Éléonore? Honnêtement, les choses ont été difficiles. Elle a posé son café avec un soupir. C'est en partie pourquoi j'ai postulé ici. J'ai besoin d'un nouveau départ, et Paris semble être un endroit aussi bon qu'un autre. Que s'est-il passé avec ton dernier poste à Bordeaux, c'était ça? Elle a fait un geste vague. L'hôpital réduisait ses effectifs. Coupe budgétaire. Tu sais comment c'est. Dernier entrée, premier sorti. Elle n'a pas mentionné qu'elle y était depuis moins de 6 mois, mais c'est bon. Ce poste paie mieux en fait, et cet hôpital a une bien meilleure réputation. C'est un poste senior avec des responsabilités importantes, ai-je dit prudemment. La concurrence sera substantielle. C'est là que tu entres en jeu. Son sourire est redevenu conspirateur. Tu es dans le comité, non? Glisse un bon mot pour moi. Éléonore, je viens d'expliquer. Je sais. Éthique et tout ça. Elle a levé les yeux au ciel. Mais allez, c'est juste ce que tu dis publiquement. Tout le monde est de la famille en coulisses. J'ai étudié son visage, réalisant qu'elle croyait sincèrement cela. Dans son monde, les règles existaient pour être contournées, surtout pour la famille. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que je pourrais réellement valoriser l'intégrité professionnelle. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne, ai-je dit fermement. Et ce n'est pas comme ça que cet hôpital fonctionne. Ce poste ira au candidat le plus qualifié. Son expression s'est assombrie. Alors, tu ne vas pas m'aider du tout après tout ce que nos parents ont fait pour toi. L'audace de la déclaration m'a laissé momentanément sans voix. Qu'est-ce que tu penses exactement qu'ils ont fait pour moi? T'avoir payé la fac de médecine pour commencer. Tu as une idée de combien c'était cher? Ils se remettent encore financièrement. J'avais des bourses et des prêts que je rembourse encore. Ils ont contribué à moins de 20% de mes coûts éducatifs. Elle a balayé cela d'un autre geste. Peu importe, le fait est qu'ils t'ont soutenu. Nous t'avons tous soutenu. Et maintenant tu as cette carrière chic et tu ne veux même pas aider ta propre sœur à obtenir un travail dans ton hôpital. Tu as un entretien. C'est le processus standard. Ce qui se passe après dépend de tes qualifications. Éléonore s'est penchée en avant, sa voix baissant. Écoute, j'ai vraiment besoin de ça, Aurélie. Les choses avec maman et papa sont compliquées en ce moment. Ils ne peuvent plus m'aider. Que veux-tu dire? Elle a hésité. Ils ont des problèmes d'argent. Le portefeuille d'investissement de papa a plongé et ils ont dû hypothéquer la maison. Ils m'aidaient depuis mon diplôme,
Mais ils ne peuvent juste plus. Donc, tu as décidé de me suivre à Paris et de postuler dans mon hôpital. C'est logique. J'ai de l'expérience en administration hospitalière. Tu es déjà établi ici, et le poste est parfait pour moi. Sa voix s'est adoucie, devenant presque suppliante. De plus, ça nous donnerait une chance de nous reconnecter. Avoir de la famille autour ne te manque pas du tout? La question a frappé plus près que je ne voulais l'admettre. Malgré tout, il y avait des moments où l'absence de liens familiaux laissait une douleur. Les fêtes passées avec des amis au lieu de la famille, pas de parents à appeler pour les bonnes nouvelles, pas de souvenirs d'enfance partagés avec les gens qui étaient là. Éléonore, ai-je dit prudemment, j'ai construit une vie ici, une bonne vie avec des gens en qui j'ai confiance et que je respecte. Si tu veux faire partie de cette vie, cela doit être sur des termes de respect mutuel, pas de manipulation ou d'attente de faveur. Elle a semblé prête à argumenter, puis a fait une pause, considérant. D'accord, pas de favoritisme. Mais ne travaille pas activement contre moi non plus. D'accord, j'évaluerai ta candidature exactement comme je le ferai pour n'importe quel candidat. C'est tout ce que je peux promettre. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette concession minimale. Puis, comme si la conversation tendue n'avait pas eu lieu, elle s'est illuminée. Alors, parle-moi de Paris. Quels sont les bons quartiers pour vivre? Si j'obtiens ce travail, je devrais trouver un appartement. Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons eu la conversation la plus normale que nous ayons partagée depuis des années, discutant des quartiers parisiens, des restaurants et du métro. C'était presque agréable, cet aperçu de ce à quoi une relation de sœur normale pourrait ressembler. Alors qu'elle se préparait à partir, Éléonore a fait une pause à la porte. Au fait, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi tu as fait tout un plat de cette chirurgie il y a des années. C'était juste une procédure du dos, non? Et tout s'est bien passé. Le rejet désinvolte de ce qui avait été une crise médicale changeant ma vie et une trahison profonde m'a stupéfaite. Avant que je puisse formuler une réponse, le téléphone de mon bureau a sonné. Une consultation d'urgence aux urgences. Je dois prendre ça, ai-je dit, attrapant le téléphone. Éléonore a hoché la tête. Je te verrai à l'entretien alors. Merci pour les tuyaux sur Paris. Après son départ, je suis resté assise immobile, le téléphone oublié dans ma main. Son commentaire d'adieu révélait ce que j'aurais déjà dû savoir. Éléonore n'avait jamais compris l'ampleur de ce qui s'était passé il y a 6 ans. Dans son esprit, c'était un choix simple entre une procédure médicale de routine et une célébration unique dans une vie. La profondeur de ma douleur, tant physique qu'émotionnelle, n'avait jamais été enregistrée dans sa réalité. Ce soir-là, en racontant la rencontre à Rachel lors d'un dîner à mon appartement, j'ai lutté pour articuler les émotions complexes que la visite d'Éléonore avait déclenchées. Elle veut le travail parce qu'elle est fauchée et que nos parents ne peuvent plus la soutenir, ai-je expliqué. Mais elle semble sincèrement penser que travailler ensemble réparerait d'une manière ou d'une autre notre relation, comme si la proximité seule pouvait effacer des années d'histoire. Rachel, qui avait entendu toute l'histoire de ma chirurgie et de l'abandon familial il y a des années, a secoué la tête. Elle ne comprend toujours pas, n'est-ce pas? À propos de la chirurgie. Elle a appelé ça juste une procédure du dos avant de quitter mon bureau. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'en faisais tout un plat. L'expression de Rachel s'est durcie. Tu as failli mourir sur cette table, Aurélie. Ta tension a chuté 2 fois. Je me souviens avoir regardé les moniteurs et pensé qu'on pourrait te perdre. Elle ne connaît pas cette partie. Aucun d'eux ne le sait. Je ne leur ai jamais parlé des complications. Peut-être qu'il est temps qu'ils sachent. J'ai considéré cela en tournant distraitement le pied de mon verre de vin. Quel serait l'intérêt? Ça ne changerait pas ce qui s'est passé. Non, a convenu Rachel. Mais ça pourrait changer la façon dont ils comprennent ce qui s'est passé. Parfois, les gens ont besoin de l'image complète avant de pouvoir vraiment saisir l'impact de leurs actions. Ces mots sont restés avec moi alors que je me préparais à aller au lit cette nuit-là. Pendant des années, j'avais protégé ma famille de la pleine vérité de ce jour-là, non pas pour leur épargner la douleur, mais parce que je les avais jugés indignes de partager la mienne. Maintenant, je me demandais si ce silence n'avait fait que renforcer leur rejet de mon expérience. Alors que je dérivais vers le sommeil, mon téléphone a sonné avec un texto d'Éléonore. Prépa d'entretien demain. Souhaite-moi bonne chance.
PS si j'obtiens ce travail, on devrait totalement être colocataire pour économiser sur le loyer. La présomption désinvolte du message m'a fait rire malgré moi. Certaines choses ne changeaient jamais. Éléonore verrait toujours le monde comme s'ajustant pour accommoder ses désirs, jamais l'inverse. La question maintenant était de savoir s'il y avait une place pour elle dans la vie que j'avais si soigneusement construite sans elle. Avez-vous déjà vu quelqu'un de votre passé réapparaître soudainement, s'attendant à reprendre là où les choses s'étaient arrêtées, complètement inconscient de combien vous avez changé? Éléonore entrant dans mon hôpital ressemblait à des mondes entrant en collision. Si vous trouvez ce drame familial trop familier, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner. J'apprends encore à naviguer dans ces situations. Et honnêtement, savoir que je ne suis pas seul dans ces dynamiques familiales compliquées aide vraiment. L'histoire devient encore plus intense à partir d'ici. Attendez de voir ce qui s'est passé quand elle a réellement passé l'entretien pour le poste. Le jour de l'entretien final d'Éléonore est arrivé avec une vague de chaleur hors saison couvrant Paris. Je me suis habillé avec un soin particulier ce matin-là, un tailleur bleu marine ajusté, peu de bijoux, les cheveux tirés en un chignon strict. L'armure formelle était autant pour ma protection émotionnelle que pour l'apparence professionnelle. Le comité d'entretien était composé de 5 membres, le docteur Philippe, le directeur de l'hôpital, Diane des ressources humaines, le docteur Patel, chef de la médecine interne, Marc, le directeur sortant des services aux patients, et moi-même. Nous allions interviewer 3 candidats finaux, délibérer et prendre notre décision avant la fin de la journée. Je suis arrivé tôt pour revoir les dossiers des candidats une dernière fois. La candidature d'Éléonore avait passé l'étape préliminaire légitimement, selon Diane. Elle a très bien réussi l'entretien, m'avait dit Diane. Aimable, confiante avec des idées créatives pour l'amélioration de l'expérience patient. Les 2 autres finalistes étaient Michel Tissier avec 15 ans d'expérience en administration de la santé et Zara Marmoud, dont le programme innovant de défense des patients à l'hôpital de la Timone à Marseille avait reçu une reconnaissance nationale. Les 2 étaient significativement plus qualifiés qu'Éléonore sur le papier. À 9h30 précise, Diane a escorté Éléonore dans la salle de conférence. Ma sœur avait clairement investi dans son apparence pour l'entretien. Son tailleur gris anthracite était de qualité créateur, sa coiffure et son maquillage impeccables. Elle se comportait avec une confiance rodée alors qu'elle serrait la main de chaque membre du comité, me gardant pour la fin. Docteur Richard, a-t-elle dit formellement, bien que j'aie surpris le petit sourire en coin de sa bouche. Merci pour cette opportunité, mademoiselle Richard. J'ai répondu avec une formalité égale. Je vous en prie, asseyez-vous. Le docteur Philippe a mené le questionnement initial sur son parcours professionnel et sa philosophie de gestion. Éléonore a répondu avec fluidité, ses réponses bien répétées sans paraître robotiques. Elle était bonne, meilleure que ce à quoi je m'attendais. Le charisme qui avait toujours attiré les gens vers elle fonctionnait efficacement dans ce cadre. Le docteur Patel a posé des questions sur son expérience des relations avec les médecins, un aspect clé du poste. La réponse d'Éléonore incluait une anecdote sur la résolution d'un conflit entre le personnel administratif et médical à son hôpital précédent. Une histoire dont je soupçonnais fortement qu'elle était embellie, voire entièrement fabriquée. Quand mon tour est venu, j'ai maintenu une stricte neutralité professionnelle. Mademoiselle Richard, ce poste nécessite une compréhension profonde des besoins des patients durant les moments vulnérables. Pouvez-vous décrire votre approche pour assurer que l'efficacité administrative ne compromette pas les soins compatissants? Éléonore a croisé mon regard brièvement avant de se lancer dans sa réponse. Mon approche est en fait inspirée par une expérience personnelle. Elle a commencé, ma sœur, le docteur Richard ici présente, m'a montré dès le plus jeune âge à quel point l'élément humain est important en médecine. Observer son parcours médical et son dévouement aux patients m'a appris que derrière chaque dossier médical se trouve une personne avec des peurs, des espoirs et des besoins au-delà du clinique. L'appropriation de mon expérience de vie. Particulièrement par quelqu'un qui avait été notablement absent durant mon moment médical le plus vulnérable, était époustouflante d'audace. J'ai maintenu mon expression neutre. Alors qu'elle continuait, dans mon rôle précédent au CHU de Bordeaux, j'ai mis en œuvre un système de retour d'information des patients qui a augmenté les scores de satisfaction de 28%. La clé était l'écoute, vraiment écouter ce que les patients vivaient et ensuite faire des changements actionnables basés sur leurs commentaires. J'ai hoché la tête, puis posé ma question de suivi, pourriez-vous nous expliquer comment vous géreriez une situation où un patient a subi une complication médicale significative et sans que ses préoccupations sont rejetées par le personnel médical?
C'était une question standard. Mais Éléonore a semblé y lire un sous-entendu personnel. Elle a hésité avant de répondre. Je m'assurerai d'abord que le patient se sente entendu. La validation est cruciale quand quelqu'un souffre. Sa voix a pris une empathie répétée qui sonnait faux à mes oreilles. Ensuite, je faciliterai la communication entre le patient et l'équipe médicale, documentant les préoccupations et assurant le suivi pour garantir la résolution. Aucun patient ne devrait jamais se sentir abandonné durant une crise médicale. L'ironie de sa réponse ne m'a pas échappé, mais j'ai simplement remercié et cédé la parole au questionneur suivant. Le reste de l'entretien s'est déroulé sans incident. Éléonore a bien performé, bien que j'ai remarqué le docteur Philippe me regardant attentivement durant certaines de ses affirmations les plus grandioses sur ses réalisations passées. Alors que l'entretien se concluait, le docteur Philippe a remercié Éléonore et l'a informé que nous prendrions notre décision d'ici la fin de la journée. Diane l'a escortée vers la salle d'attente tandis que le comité prenait une courte pause avant le prochain candidat. Jeune femme impressionnante, a commenté le docteur Patel en rassemblant nos notes. Peut-être un peu légère en expérience comparée aux autres, mais très polie. Le docteur Philippe m'a jeté un coup d'œil. Docteur Richard, des perspectives que vous aimeriez partager à ce stade? Je réserverai mon évaluation jusqu'à ce que nous ayons vu tous les candidats, ai-je répondu professionnellement. Comme indiqué précédemment, mademoiselle Richard est ma sœur, donc je suis particulièrement attentive à l'évaluer objectivement. Il a hoché la tête, respectant ma discrétion, et nous nous sommes préparés pour le prochain entretien. L'entretien de Michel Tissier était solide mais peu inspirant, une grande expérience mais peu d'innovation. Zahra Mahmoud, cependant, était exceptionnelle. Ses approches centrées sur le patient étaient soutenues par des données et des stratégies de mise en œuvre pratique. Ses réponses reflétaient à la fois la compassion et le sens administratif. Nous avons fait une pause déjeuner à 12h30. Alors que je rassemblais mes notes, Diane s'est approchée de moi. Votre sœur a demandé si vous pouviez la retrouver pour déjeuner dans votre bureau. Je lui ai dit que vous pourriez avoir des obligations de comité. Merci, Diane. Je vais lui parler brièvement. J'ai trouvé Éléonore attendant dans mon bureau, faisant défiler son téléphone. Comment penses-tu que ça s'est passé, a-t-elle demandé immédiatement, levant des yeux pleins d'attente. Tu sais que je ne peux pas discuter des impressions du comité avec toi, Éléonore. Je ne demande pas d'informations privilégiées, a-t-elle protesté. Juste ton opinion personnelle, de sœur à sœur. Les mêmes considérations éthiques s'appliquent peu importe comment tu formules la question. Je me suis assise derrière mon bureau, maintenant une distance professionnelle. Nous voyons tous les candidats avant de délibérer. Son expression s'est durcie. Tu vas vraiment être aussi rigide à ce sujet? J'ai vu comment tu me regardais pendant l'entretien. Tu jugeais tout ce que je disais. J'évaluais tes réponses comme je le fais pour tous les candidats. C'est littéralement mon travail au sein du comité. Mais tu sais à quel point j'ai besoin de ce poste. Maman et papa ne peuvent plus aider, et mes économies sont presque épuisées. Sa voix a pris le ton familier et génial de l'enfance. La présomption que je voudrais l'une de ces choses m'a laissé momentanément sans voix. Éléonore, si tu obtiens ce poste, et c'est un grand si, notre relation professionnelle devrait rester exactement cela, professionnelle. Je n'ai aucun intérêt à être colocataire ou à forcer une relation personnelle qui n'existe pas. Pourquoi es-tu si froide, a-t-elle exigé, passant rapidement à la colère. Qu'est-ce que je t'ai fait de si terrible? La question, si sincère dans son inconscience, a allumé quelque chose en moi. Tu ne sais vraiment pas, ai-je demandé calmement. C'est encore à propos de ce truc de remise de diplôme? Mon Dieu, Aurélie, c'était il y a 6 ans. C'était une chirurgie du dos, pas une chirurgie du cerveau. Tu as bien récupéré. Ce n'était pas une chirurgie du dos. C'était une chirurgie vertébrale d'urgence pour une compression médulaire qui aurait pu me laisser paralysé. Ma voix restait calme malgré l'émotion qui montait en moi. Et je n'ai pas bien récupéré. J'ai eu des complications majeures pendant la procédure. Ma tension a chuté 2 fois. Ils ont dû faire une fusion plus étendue que prévu. J'ai passé 8 semaines dans une douleur atroce, incapable même d'aller aux toilettes sans assistance. L'expression d'Éléonore vacillait entre le rejet et l'incertitude. Mais maman et papa ont dit que c'était une routine. Ils ont dit que tu étais dramatique en ayant besoin de là-bas. As-tu jamais demandé au médecin?
M'as-tu jamais appelé même une fois pendant ma convalescence pour vérifier comment j'allais? J'étais occupé avec les événements de fin d'études et ensuite la recherche d'emploi. De plus, tu semblais aller bien quand je t'ai vu à Noël. 6 mois plus tard, après une kinésithérapie intensive et une gestion de la douleur. Éléonore a croisé les bras défensivement. Tout le monde a des chirurgies, Aurélie. La vie continue. Ma remise de diplôme était un événement unique. Tout comme faillir mourir sur une table d'opération pendant que ma famille posait pour des photos de diplôme. La brutalité de ma déclaration a finalement semblé pénétrer. La composition parfaite d'Éléonore a glissé, ses yeux s'écarquillant. Que veux-tu dire? Faillir mourir? Avant que je puisse répondre, on a frappé à ma porte, nous interrompant. Rachel a passé la tête, son expression s'excusant. Désolé d'interrompre, docteur Richard, mais nous avons une urgence en chambre 412. Le patient post-opératoire de fusion vertébrale présente une hypotension sévère et de possibles symptômes de compression médulaire. J'arrive tout de suite. Je me suis levé rapidement, attrapant mon stéthoscope. Éléonore est restée assise. Nous n'avons pas fini de discuter de ça. Si, nous avons fini. L'urgence médicale l'emporte sur le drame familial. Toujours, et ça sera toujours le cas. Alors que je me dirigeais vers la porte, le regard de Rachel est tombé sur Éléonore, son expression changeant de la neutralité professionnelle à la reconnaissance. Puis quelque chose de plus dur. Vous êtes Éléonore, a-t-elle dit, la déclaration plate et sans inflexion. Éléonore a semblé surprise. Oui, est-ce que je vous connais? Non, a dit Rachel. Mais je vous connais. J'étais l'infirmière de réveil d'Aurélie après sa chirurgie. Celle que votre famille a séchée pour assister à une remise de diplôme. La bouche d'Éléonore s'est légèrement ouverte de surprise. Vous l'étiez? Je suis resté avec elle après la fin de mon service parce qu'elle n'avait personne, pas de famille, pas de visiteurs, juste une jeune fille de 22 ans terrifiée et seule après une chirurgie majeure avec des complications post-opératoires. La voix de Rachel restait professionnelle mais portait un jugement indubitable. Je travaille en réveil neurochirurgical depuis 12 ans. Je connais la différence entre les procédures de routine et les urgences vitales. La chirurgie de votre sœur était la seconde. Éléonore a regardé de Rachel à moi, la confusion évidente sur son visage. Aurélie ne nous a jamais dit qu'il y avait eu des complications. Cela aurait-il changé quelque chose, ai-je demandé simplement, puis je me suis tourné vers Rachel. Allons voir notre patient. Alors que nous nous précipitions dans le couloir vers la chambre 412, Rachel m'a jeté un coup d'œil. Désolé si j'ai dépassé les bornes. Ce n'est pas le cas, l'ai-je assuré. C'est probablement la première fois qu'elle entend la vérité sur ce jour-là de la part de quelqu'un qu'elle ne peut pas rejeter comme étant dramatique. Le patient en 412 nécessitait une intervention immédiate. Une situation étrangement similaire à mes propres complications post-opératoires des années plus tôt. Pendant les 2 heures suivantes, je me suis concentré entièrement sur sa stabilisation, le comité d'entretien et Éléonore temporairement oublié. Au moment où nous avions résolu la crise, il était près de 15 heures, l'heure de la délibération du comité. Je me suis dépêché de retourner à la salle de conférence en m'excusant pour mon absence. Les urgences médicales ont la priorité, a dit le docteur Philippe avec compréhension. Nous avons examiné les références de mademoiselle Marmoud en attendant. Très impressionnante. Le processus de délibération a été minutieux et objectif. Les qualifications, la performance à l'entretien et les références de chaque candidat ont été discutées en détail. Quand la candidature d'Éléonore est venue à l'examen, je me suis forcé à évaluer sa candidature avec le même détachement clinique que j'appliquerais à n'importe quel cas médical. Mademoiselle Richard présente bien et a des idées créatives pour l'amélioration de l'expérience patient, ai-je noté. Cependant, son expérience réelle est limitée comparée aux autres candidats, et certaines de ses réalisations revendiquées semblent difficiles à vérifier. Le docteur Patel a hoché la tête en accord. J'ai eu la même impression. Ses réponses sur les relations avec les médecins semblaient répétées plutôt que tirées d'une expérience authentique. Diane a consulté ses notes. Ses références étaient positives mais quelque peu vagues sur les contributions spécifiques. Le docteur Philippe a résumé la discussion. Il apparaît que mademoiselle Richard a du potentiel mais manque de l'expérience substantielle que ce poste requiert. Sommes-nous d'accord qu'elle est 3e parmi nos candidats? Le comité a unanimement placé Éléonore 3e.
avec Zara Marmoud comme premier choix clair et Michel Tissier en deuxième. À 16h30, la décision était officielle. Le poste serait offert à Zara, avec Michel en secours si elle déclinait. Alors que la réunion se concluait, Diane se préparait à informer les candidats. Préféreriez-vous que je parle avec votre sœur, docteur Richard, étant donné le lien personnel? Non, ai-je dit fermement. S'il vous plaît, traitez-la exactement comme vous le feriez pour n'importe quel candidat. La courtoisie professionnelle n'exige ni plus ni moins. Je suis retourné à mon bureau pour compléter les notes des patients, émotionnellement épuisés par les événements de la journée. 20 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte violemment sans frapper. Éléonore a fait irruption, le visage rouge de colère. Tu m'as saboté, a-t-elle accusé, la voix montant. Après tout ce que je t'ai dit sur mon besoin de ce travail. Je suis restée assise, maintenant mon calme. Le comité a pris sa décision basée sur les qualifications et l'expérience. Mademoiselle Marmoud était la candidate la plus qualifiée par une marge significative. Mais je suis ta sœur. Ça devrait compter pour quelque chose. Dans cet hôpital, ce qui compte, c'est la compétence, l'expérience et l'engagement envers les soins aux patients. Les liens familiaux ne l'emportent pas sur ces considérations. Tu as toujours été jalouse de moi, a-t-elle craché, les larmes se formant dans ses yeux. Toujours en compétition, toujours à essayer de prouver que tu es meilleur. Tu ne pouvais pas supporter l'idée que je réussisse ici dans ton précieux hôpital. Éléonore, ça suffit. Ma voix restait stable, mais ferme. Ce n'est pas à propos d'une rivalité d'enfance. C'est à propos de qualifications professionnelles pour un poste senior avec des responsabilités importantes. C'est de la vengeance, a-t-elle insisté. Pour cette stupide chirurgie, pour la remise de diplôme. Tu me punis encore pour quelque chose qui n'était même pas de ma faute. Personne ne te punit. Tu n'es simplement pas la candidate la plus qualifiée. J'avais besoin de ce travail. Sa voix s'est brisée avec une détresse sincère. L'aveu, si brut et honnête, a traversé mon détachement professionnel. Pour peut-être la première fois, Éléonore reconnaissait son rôle dans les problèmes financiers de nos parents plutôt que de rejeter la responsabilité. Avant que je puisse répondre, une agitation dans le couloir a attiré notre attention. Les voix de nos parents, non entendues en personne depuis plus de 2 ans, portaient clairement depuis la zone de réception. Nous cherchons le docteur Aurélie Richard, insistait la voix de mon père, et sa sœur Éléonore Richard. Maman et papa. Les yeux d'Éléonore se sont écarquillés. Tu les as appelés? Non, ai-je dit, tout aussi surprise. Toi. Elle a hoché la tête, semblant soudainement plus jeune et plus vulnérable. Après avoir parlé à ton amie infirmière, j'étais bouleversé. Je voulais qu'il confirme que ta chirurgie n'était pas aussi grave que toi et Rachel le laissiez entendre. Avant que je puisse traiter cette information, mes parents sont apparus dans l'embrasure de ma porte, semblant plus vieux que dans mes souvenirs et distinctement mal à l'aise dans le cadre hospitalier. Aurélie, a dit ma mère timidement. Ça fait longtemps. La famille qui s'était fracturée il y a 6 ans était soudainement réunie dans mon bureau, le dernier endroit où j'aurais attendu ou voulu une telle réunion. Les mondes professionnels et personnels que j'avais gardés soigneusement séparés entraient maintenant en collision de façon spectaculaire, sans indication claire si nous en sortirions tous intacts. Mes parents se tenaient maladroitement dans l'embrasure de ma porte, leurs expressions un mélange d'inconfort et de détermination. Mon père avait l'air significativement plus vieux, ses cheveux maintenant complètement gris, de nouvelles rides gravées profondément autour de ses yeux. Ma mère serrait son sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Maman. Papa. Je les ai reconnus d'un hochement de tête, luttant pour maintenir mon calme professionnel dans cette situation de plus en plus bizarre. C'est inattendu. Éléonore nous a appelés, a expliqué ma mère, entrant avec hésitation dans le bureau. Elle était très bouleversée. Quelque chose à propos d'un entretien d'embauche et de complications de ta chirurgie il y a des années. Éléonore a bougé pour se tenir à côté d'eux, formant un front uni qui semblait douloureusement familier. Je leur ai dit comment tu gardes encore rancune pour le jour du diplôme, comment tu as influencé le comité d'embauche contre moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit fermement. Le comité a pris sa décision basée sur les qualifications. La candidate la plus expérimentée a obtenu le poste. Mais tu as parlé au comité de notre histoire, n'est-ce pas? A accusé Éléonore. Tu les as empoisonnés contre moi.
J'ai divulgué notre relation pour des raisons éthiques et je me suis récusé de ton entretien initial. La décision finale a été unanime parmi les 5 membres du comité. Mon père s'est raclé la gorge. Aurélie, il y a sûrement quelque chose que tu peux faire. Éléonore a vraiment besoin de ce poste. Le lien familial devrait compter pour quelque chose. 6 ans de séparation et c'était sa phrase d'ouverture. Pas d'inquiétude pour mon bien-être ou d'intérêt pour ma vie, mais une autre demande de prioriser les besoins d'Éléonore sur l'intégrité professionnelle. Ce n'est pas comme ça que la médecine fonctionne. Ce n'est pas comme ça que cet hôpital fonctionne, ai-je répondu, ma voix se refroidissant. Les postes sont mérités basés sur le mérite, pas les connexions familiales. Mais tu es une sorte de docteur important ici maintenant, a interjeté ma mère. Chef de clinique, a dit Éléonore. Tu as sûrement de l'influence. Ce qui est précisément pourquoi je dois être particulièrement prudente sur les conflits d'intérêts. Je me suis levé, ayant besoin de l'avantage physique de la hauteur. Cette discussion est inappropriée. Mon bureau n'est pas l'endroit pour les affaires de famille et j'ai des patients qui ont besoin de mon attention. Toujours les patients, a murmuré ma mère. Toujours quelque chose de plus important que la famille. L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai failli rire. Oui, les patients avec une compression de la moelle épinière prennent la priorité sur le drame familial. Surtout quand cette famille n'a pas pris la peine de soutenir leur fille à travers une chirurgie vitale. Vitale ? L'expression de mon père est passée du sentiment de droit à la confusion. Les médecins nous ont dit que c'était une procédure discale simple. Quel médecin ? Vous n'avez jamais parlé à mon équipe chirurgicale. Vous n'avez jamais appelé l'hôpital. Vous n'avez même jamais vérifié si j'avais survécu à la procédure. Un silence tendu a suivi la déclaration. Ma mère a regardé Éléonore qui a bougé inconfortablement. Cette infirmière, Rachel, a-t-elle dit, elle a dit qu'il y avait eu des complications. Éléonore a admis à contre-cœur. Que Aurélie a failli mourir. C'est ridicule, a immédiatement rejeté ma mère. Nous aurions été informés s'il y avait eu des complications sérieuses. Par qui, ai-je défié? Vous n'étiez pas listé comme mes contacts d'urgence. Vous n'étiez pas là avant, pendant ou après la chirurgie. Vous n'avez jamais appelé pour vérifier mon état. Le visage de mon père avait pâli légèrement. Aurélie, s'il y avait des complications sérieuses, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de vous au moment où je me suis réveillé seul après la chirurgie. Le détachement calme dans ma voix m'a surprise moi-même. Pourquoi partagerais-je des détails médicaux avec des gens qui avaient clairement fait comprendre que ma santé n'était pas leur priorité? Avant qu'il ne puisse répondre, on a frappé à la porte, interrompant notre conversation. Le docteur Philippe est entré, son expression passant de professionnelle à inquiète en enregistrant le tableau familial tendu. Docteur Richard, je m'excuse de vous interrompre. Je voulais discuter du cas Johnson, mais je peux revenir. Pas besoin, docteur Philippe. Ma famille partait justement. J'ai fait un geste vers la porte. En fait, a interjeté Éléonore. Nous discutons du poste administratif. Il semble y avoir eu des irrégularités dans le processus de sélection dû à un parti pris personnel. Le docteur Philippe a haussé un sourcil, regardant entre Éléonore et moi. Mademoiselle Richard, le processus de sélection a été mené avec une transparence et un professionnalisme complet. Le docteur Richard a correctement divulgué votre relation et a pris les mesures appropriées pour assurer l'équité. Mais elle a influencé la décision finale, a insisté Éléonore. Elle a utilisé sa position pour me punir pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est une accusation grave, a répondu le docteur Philippe, son ton se refroidissant, et complètement infondé basé sur ce que j'ai observé dans nos délibérations. Le docteur Richard a été notablement objectif dans son évaluation, se concentrant uniquement sur les qualifications professionnelles. Ma mère s'est avancée. Docteur Philippe, nous sommes les parents d'Éléonore. Vous comprenez sûrement que la famille devrait s'entraider dans ces situations. Aurélie a atteint un tel succès ici. Elle aurait sûrement pu s'assurer que sa sœur reçoive la même opportunité. L'expression du docteur Philippe est restée professionnellement neutre, mais j'ai surpris le léger plissement de ses yeux. Madame Richard, le CHU de Paris-Saint-Cloud a bâti sa réputation sur l'excellence et l'intégrité. Nous embauchons sur le mérite, pas sur les connexions familiales. Cette approche est la raison pour laquelle votre fille Aurélie a réussi ici, grâce à ses compétences exceptionnelles et son dévouement, pas grâce à qui elle connaît.
Une rougeur lente a grimpé au cou de ma mère. Je ne voulais pas suggérer. De plus, a continué le docteur Philippe, le docteur Richard est l'un de nos médecins les plus estimés précisément en raison de ses normes éthiques. Toute tentative d'influencer les décisions d'embauche basées sur des relations personnelles serait un mauvais service à cette institution et aux patients que nous servons. La défense claire de mon intégrité professionnelle, quelque chose que ma famille n'avait jamais priorisé, était inopinément émouvante. Le docteur Philippe me connaissait depuis moins de 2 ans, mais comprenait quelque chose de fondamental sur moi que ma propre famille avait manqué. L'impasse tendue a été interrompue par une autre arrivée. Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte, presse-papier à la main. « Excusez-moi, docteur Richard, mais la famille Rodriguez demande à vous parler du plan de soins post-opératoire de leur père. » Alors que Rachel entrait, son regard est tombé sur mes parents, la reconnaissance scintillant dans ses yeux. Elle avait vu leurs photos durant notre amitié, entendu des histoires sur eux au fil des années de conversation. Ma mère a remarqué la reconnaissance. « Est-ce qu'on vous connaît ?» Rachel a redressé ses épaules. « Non, Madame Richard, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais, ou du moins j'ai entendu parler de vous. Je suis Rachel Hiver. J'étais l'infirmière de réveil qui est restée avec votre fille après sa chirurgie vertébrale il y a 6 ans. » Mon père a froncé les sourcils. « La chirurgie pendant la remise de diplôme d'Éléonore ?» Oui, a confirmé Rachel. Son attitude professionnelle teintée d'un jugement à peine dissimulé. Chaque déclaration a atterri comme un coup physique. Les expressions de mes parents sont passées de l'indignation défensive à l'incertitude inconfortable. Il y a eu une fuite de liquide céphalorachidien, a demandé mon père doucement. Parmi d'autres complications, a confirmé Rachel. La chirurgie qui était prévue pour 4 heures en a pris plus de 7. Les chirurgiens ont dû effectuer une fusion plus étendue que prévu en raison de la sévérité de la hernie discale et de la fragmentation. Le docteur Richard a affronté des mois de récupération difficile et de rééducation. Mais elle ne nous a jamais dit tout ça, a protesté ma mère faiblement. Cela aurait-il changé votre décision d'assister à la remise de diplôme à la place, a demandé Rachel directement. Mes parents ont échangé des regards inconfortables mais n'ont pas répondu. Le docteur Philippe, sentant la tension, s'est raclé la gorge. Peut-être que cette discussion devrait continuer à un autre moment. Nous avons des patients nécessitant une attention. Oui, ai-je accepté rapidement, reconnaissante pour l'interruption professionnelle. Rachel, s'il te plaît, dis à la famille Rodriguez que j'arrive sous peu. La composition de ma mère avait vacillé, sa certitude antérieure remplacée par la confusion. Aurélie, nous devons parler de ça. Si ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai. Je confirme chaque mot. Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. J'ai des responsabilités envers mes patients. Toujours les patients, a répété ma mère, mais cette fois sans le ton dédaigneux. Au lieu de cela, sa voix portait quelque chose de plus proche de la réalisation. Oui, ai-je convenu simplement. Toujours les patients. C'est ce que signifie être médecin. Éléonore était restée inhabituellement silencieuse durant les révélations de Rachel. Maintenant elle parlait, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis des années. Je ne savais pas, Aurélie. À propos des complications. À quel point c'était grave. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu, sans méchanceté. Aucun de vous ne l'a fait. Le docteur Philippe est intervenu avec une diplomatie rodée. Mais Madame Richard, peut-être seriez-vous plus à l'aise en attendant dans notre salon des familles. Le docteur Richard pourra vous rejoindre après s'être occupé de ses responsabilités envers les patients. Mon père a hoché la tête, semblant soulagé par la suggestion. Oui, ce serait mieux. Nous attendrons, Aurélie. Prends ton temps avec tes patients. Alors qu'il sortait, Éléonore s'est attardée derrière. Je suis désolée pour le travail, a-t-elle dit doucement. Je n'aurais pas dû t'accuser de me saboter. La simple reconnaissance, si rare pour ma sœur, m'a prise au dépourvu. Merci de dire ça. Penses-tu? Elle a hésité. Penses-tu qu'il pourrait y avoir d'autres postes ici? Pour lesquels je serais qualifié? Quelque chose d'entrée de gamme, peut-être? La question révélait une vulnérabilité que je n'étais pas habitué à voir chez Éléonore. Pour peut-être la première fois, elle m'approchait sans sentiment de droit ou manipulation, juste une demande d'aide directe. Il pourrait y en avoir, ai-je concédé prudemment. Les relations patients ont plusieurs postes de coordinateurs ouverts.
Il nécessite moins d'expérience, mais implique toujours d'améliorer l'expérience patient. L'espoir a scintillé sur son visage. Serais-tu prête à m'en parler? Pas de piston, juste des informations. Je peux faire ça, ai-je accepté prudemment. Mais pas aujourd'hui. Je dois vraiment voir la famille Rodriguez maintenant. Elle a hoché la tête, acceptant la limite sans argumenter. Une autre première. Je comprends. Les patients d'abord. Alors qu'elle partait rejoindre nos parents, Rachel a haussé un sourcil vers moi. La famille Rodriguez peut attendre 5 minutes de plus si tu as besoin d'un moment. J'ai souri avec gratitude à mon ami. Merci pour tout. Pour être là aujourd'hui, pour ce que tu as dit à ma famille, pour être resté avec moi il y a 6 ans. C'est ce que fait la vraie famille, a-t-elle répondu simplement. Il se pointe quand ça compte. La vérité de sa déclaration a résonné profondément. Mes parents et Éléonore étaient ma famille par le sang. Mais Rachel, le docteur Philippe et mes collègues qui respectaient mon travail, ils étaient la famille que j'avais choisie, les gens qui avaient prouvé leur engagement par des actions plutôt que des obligations. J'ai pris une grande respiration, me centrant avant de faire face à la famille Rodriguez. Les mondes professionnels et personnels que j'avais gardés séparés si longtemps étaient entrés en collision aujourd'hui, mais peut-être pas aussi désastreusement que je l'avais craint. La vérité sur ma chirurgie avait enfin émergé. Ma famille avait été confrontée à la réalité de ses choix et de leurs conséquences. Et chez Éléonore, j'avais entrevu quelque chose de nouveau. Une volonté de prendre ses responsabilités, de reconnaître ses erreurs, d'aborder notre relation avec honnêteté plutôt qu'avec des droits acquis. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore. Mais c'était quelque chose que je n'avais pas attendu ou cru possible. Un premier pas vers la compréhension. Un mois après le jour tumultueux de l'entretien, je me tenais à l'extérieur de l'hôpital Sainte-Marie, à 15 minutes à travers la ville du CHU. L'entrée en verre moderne reflétait le soleil de l'après-midi alors que je vérifiais ma montre pour la 3e fois en 5 minutes. Éléonore avait suggéré cette rencontre, et malgré mes appréhensions, j'avais accepté. La porte a glissé et ma sœur était là, portant une robe bleu marine simple avec un badge d'hôpital clipsé au col. Éléonore Richard, coordinatrice de la défense des patients. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu. « Tu es venue » a-t-elle dit, semblant sincèrement ravie. J'ai dit que je le ferais. J'ai maintenu une distance prudente, toujours incertaine sur ce nouveau chapitre. Il y a un café au coin de la rue. Ils ont ces croissants aux amandes que tu aimais bien. Le fait qu'elle se souvienne de ce petit détail, une préférence d'il y a des années, m'a surprise. Nous avons marché dans un silence amical jusqu'au café, commandé nos boissons et trouvé une table tranquille dans un coin. Alors ai-je commencé après nous être installés, coordinatrice de la défense des patients. Comment ça se passe? Le sourire d'Éléonore était différent de ce dont je me souvenais. Moins pratiqué, plus authentique. C'est un défi. J'apprends tellement. Il s'avère que je suis doué pour écouter les préoccupations des patients et les traduire au personnel médical. C'est bon à entendre. Je veux te remercier, a-t-elle dit, ses doigts traçant nerveusement le bord de sa tasse. La lettre de recommandation que tu as écrite pour ce poste. Je ne m'attendais pas à ça après tout. Après que ma famille eut quitté le CHU ce jour-là, j'avais effectivement écrit une référence professionnelle soigneusement formulée pour Éléonore, soulignant ses compétences en communication et la recommandant pour des postes de relations patients d'entrée de gamme. Ça avait été une décision calculée. Offrir une aide appropriée sans compromettre mon intégrité professionnelle. Tu es qualifié pour un poste d'entrée de gamme, ai-je dit simplement. La référence était factuelle. Quand même, tu n'étais pas obligé de le faire. Elle a pris une grande respiration. Je suis en thérapie, tu sais. Depuis ce jour à ton hôpital. 2 fois par semaine. C'était inattendu. Vraiment? Elle a hoché la tête. Après ce que Rachel a dit sur ta chirurgie, après avoir vu comment tout le monde au CHU te respectait alors que je me ridiculisais. Quelque chose a finalement fait clic. J'ai réalisé que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. L'aveu flottait entre nous, brut et honnête d'une manière qu'Éléonore n'avait jamais été. La thérapeute pense que j'ai passé toute ma vie à être la favorite sans le mériter. Elle continue de dire que je n'ai jamais développé de compétences réelles parce que tout m'était servi sur un plateau. Elle dit que j'ai des traits de personnalité narcissique et un sentiment de droit.
Éléonore a fait des guillemets autour du terme clinique avec un sourire d'autodérision. Ça semble précis, ai-je risqué prudemment. Elle a ri. Un rire sincère sans défensive. Nous avons siroté nos cafés, le silence entre nous maintenant réfléchi plutôt que tendu. Maman et papa sont en thérapie aussi, a-t-elle ajouté. Thérapie familiale. Il voulait que je te demande si tu envisagerais de rejoindre une séance un jour. Pas maintenant, a-t-elle ajouté rapidement, voyant mon expression. Quand tu seras prête. Si jamais tu es prête. Je ne suis pas sûr que je serai jamais prête pour ça, ai-je admis. Je comprends. Ils luttent vraiment avec ce que Rachel leur a dit sur ta chirurgie. Papa continue de dire qu'il ne savait pas, que personne ne lui a dit à quel point c'était grave. Maman pleure dès que le sujet est abordé. Leur ignorance était un choix, ai-je dit plus sèchement que prévu. Ils ont choisi de ne pas appeler l'hôpital, de ne pas parler à mes médecins, de ne pas vérifier mon état après. Tu as raison, a convenu Éléonore, me surprenant encore par sa reconnaissance immédiate. Ils commencent à voir ça maintenant. La thérapeute est assez dure avec eux à ce sujet. J'ai essayé d'imaginer mes parents en thérapie confrontant des décennies de favoritisme et ses conséquences. L'image était presque impossible à évoquer. Comment vont-ils financièrement, ai-je demandé, changeant légèrement de sujet. Tu as mentionné qu'ils avaient du mal. L'expression d'Éléonore est devenue sérieuse. Ils vont bien pour l'instant. Ils ont refinancé la maison. J'envoie une partie de mon chèque de paie à la maison chaque mois pour aider. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. L'inversion des rôles, Éléonore soutenant nos parents plutôt que de prendre constamment d'eux, représentait un changement significatif. C'est responsable de ta part. Il y a une première fois à tout, a-t-elle dit avec un sourire ironique. Écoute, Aurélie, je sais qu'on ne peut pas effacer le passé. Ce qui s'est passé avec ta chirurgie. Je ne peux pas réparer ça. Aucun de nous ne le peut. Mais j'essaie d'être différente maintenant. D'être quelqu'un que tu pourrais éventuellement vouloir dans ta vie à nouveau. La vulnérabilité dans sa déclaration était désarmante. J'apprécie ça, ai-je dit prudemment. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire, si elle peut l'être. Je sais. Je ne demande pas le pardon ou une sororité instantanée, juste une ouverture à la possibilité que les gens peuvent changer. Nous avons fini nos cafés et sommes retournés vers l'hôpital Sainte-Marie. Alors que nous approchions de l'entrée, Éléonore a hésité. Il y a une réunion départementale le mois prochain sur l'amélioration de la communication transversale pour les patients transférés. Le CHU enverra des représentants. Y seras-tu? Possiblement. Le docteur Hérault m'a demandé de m'impliquer davantage dans les initiatives interhospitalières. Si tu y es, elle a fait une pause, travaillant visiblement pour formuler sa demande sans présomption, peut-être qu'on pourrait reprendre un café. Pas de pression. J'ai considéré la demande. Peut-être. Je te ferai savoir. Son sourire était compréhensif plutôt qu'exigeant. C'est juste. Je devrais retourner au travail. Merci de m'avoir rencontré, Aurélie. En la regardant retourner dans l'hôpital, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Les semaines qui ont suivi ont apporté des changements graduels et prudents. Rachel, toujours protectrice, restait sceptique quant à la transformation d'Éléonore. Les gens ne changent pas leur nature fondamentale, a-t-elle averti. Je ne me précipite pas, les jeux assurés. Mais l'Éléonore que j'ai rencontrée pour le café était différente. Jacques, mon fiancé, offrait une perspective plus optimiste. Les dynamiques familiales peuvent changer quand l'équilibre du pouvoir change, a-t-il observé. Ta sœur vit des conséquences, peut-être pour la première fois. Ma nomination officielle en tant que praticien hospitalier titulaire est arrivée 3 mois après qu'Éléonore a commencé à Sainte-Marie. La cérémonie a été suivie par des collègues devenus amis. Rachel se tenait fièrement au premier rang. Je n'ai pas invité mes parents ou Éléonore. Ce pont n'était pas encore assez solide. 2 mois plus tard, je me suis retrouvé à la conférence interhospitalière qu'Éléonore avait mentionnée. Je l'ai repéré immédiatement, maintenant avec un nouveau titre sur son badge, défenseur principal des patients. Elle m'a remarqué mais a attendu que je l'approche. Félicitations pour la promotion, ai-je dit. Son sourire était modeste. Merci. C'est encore de l'entrée de gamme comparé à tes accomplissements, mais j'apprends tellement.
Durant la session, j'ai observé Éléonore gérer une question difficile d'un chirurgien avec une prestance impressionnante. Elle a parlé de la dignité du patient durant les transferts, citant des recherches plutôt que de compter sur son charme. L'Éléonore que j'avais connue aurait utilisé sa personnalité pour naviguer le défi. Cette Éléonore utilisait la préparation et la connaissance. Après, nous avons partagé un autre café. La conversation a coulé plus facilement, touchant parfois à des sujets personnels. Elle a mentionné qu'elle avait commencé le bénévolat dans un centre de rééducation similaire à celui où j'avais récupéré. C'est une leçon d'humilité, a-t-elle admis. Voir les gens travailler si dur juste pour retrouver des fonctions de base rend mes problèmes assez triviaux. C'est une bonne perspective, ai-je convenu. Maman et papa ont encore demandé de tes nouvelles, a-t-elle risqué prudemment. Que leur as-tu dit? La vérité. Que tu réussis extraordinairement bien professionnellement. Que nous parlons occasionnellement, mais que reconstruire la confiance prend du temps. Qu'ils doivent respecter tes limites. La réponse mature a renforcé mon sentiment qu'un changement réel se produisait. 6 mois après la confrontation, j'ai reçu un email inattendu de mon père. Il contenait une excuse simple et directe. Aurélie, j'ai beaucoup réfléchi en thérapie au choix que ta mère et moi avons fait concernant ta chirurgie. Il n'y a aucune excuse pour notre absence quand tu avais le plus besoin de nous. Je comprends maintenant que cela faisait partie d'un schéma plus large d'échecs à reconnaître et soutenir tes besoins. Je n'attends pas le pardon, mais je veux que tu saches que je reconnais la douleur que nous avons causée. Nous sommes fiers de la médecin accomplie que tu es devenue entièrement par ta propre détermination. Avec amour et regret, papa. J'ai répondu brièvement mais honnêtement, ouvrant un canal de communication timide. Près d'1 an après l'entretien raté d'Éléonore, nos chemins se sont croisés professionnellement à nouveau. Elle m'a informé qu'elle postulait pour le poste de directrice de l'expérience patient à l'hôpital Sainte-Marie. C'est une étape significative, ai-je observé. Te sens-tu prête? Je pense que je le suis, mais je suis aussi consciente de tout ce que j'ai encore à apprendre. J'ai assisté à son atelier sur les barrières de communication, qui était sincèrement impressionnant. Elle a présenté des données et géré les questions avec compétence. Après, je lui ai offert des retours professionnels spécifiques qu'elle a reçus avec un intérêt réel. Tu as changé, ai-je observé. Elle a hoché la tête. La thérapie aide. Tout comme le fait de travailler pour ce que je veux. Et comprendre ce que je t'ai fait. Parlant de choix, a dit Éléonore prudemment. Maman et papa viennent à Paris le mois prochain. Pas de pression, mais ils aimeraient te voir si tu es prête. Juste un café quelque part de neutre. Je vais y réfléchir, ai-je promis. 2 semaines plus tard, j'ai accepté. La rencontre n'a été ni une réconciliation miraculeuse ni une confrontation désastreuse. Mes parents avaient vieilli, humiliés par les luttes financières et la conscience de soi douloureuse. Ma mère a pleuré mais s'est vite reprise. Tu as l'air bien, Aurélie, a dit mon père. La conversation était prudente. Ils ont été honnêtes sur leurs défis financiers mais ont souligné qu'ils géraient sans peser sur leur fille. Éléonore nous a aidés à comprendre où nous nous sommes trompés, a admis ma mère doucement. La thérapeute appelle ça le syndrome de l'enfant roi. Nous n'avons pas réalisé les dommages que nous vous faisions à toutes les deux. L'heure s'est conclue avec une demande timide de recommencer un jour. Peut-être, ai-je répondu honnêtement. La reconnexion timide avec mes parents a été parallèle à la croissance continue d'Éléonore. Elle a reçu la promotion à Sainte-Marie. 2 ans après qu'Éléonore soit entrée au CHU en attendant un traitement spécial, nous nous tenions ensemble au dîner annuel de reconnaissance de la santé où je recevais un prix pour mon travail dans les soins de traumatologie vertébrale. Éléonore avait demandé si elle pouvait venir, et j'avais accueilli sa présence. En acceptant le prix, j'ai remercié ceux qui avaient façonné mon parcours, le docteur Philippe, Rachel, Jacques, et ma sœur Éléonore qui m'a rappelé que la transformation est toujours possible quand nous sommes assez courageux pour nous affronter honnêtement. Les yeux d'Éléonore brillaient de larmes alors que nous nous retrouvions après. Je ne m'attendais pas à ça, a-t-elle dit doucement. Tu l'as mérité, lui ai-je dit sincèrement. Pas par le sang, mais par un changement véritable. Nous avions toutes les deux parcouru un long chemin. Moi, de la fille négligée à la médecin sûre de sa valeur. Éléonore, de l'enfant roi à une professionnelle gagnant le respect par le mérite. Le voyage n'avait pas effacé notre histoire, mais il avait créé de l'espace pour quelque chose de nouveau. La famille, j'avais appris, était à la fois celle dans laquelle nous naissons et celle que nous choisissons.